Auckland. Nuit du 6 avril 1968. 2 jours après l'assassinat de Martin Luther King, les rues brûlent de douleur et de rage. La police d'Auckland patrouille en force. Dans ce contexte, un groupe de Panthers se retrouve pris dans une fusillade avec des officiers. Parmi eux, un jeune homme de 17 ans, Bobby Hutton, trésorier du Black Panther Party, première recrue officielle de l'organisation, membre numéro 1 après les 2 fondateurs. Après 90 minutes d'échange de tirs, Bobby Hutton sort d'un bâtiment en flammes. Il se rend, il lève les mains. Il a retiré sa chemise pour montrer qu'il n'est pas armé. La police lui tire dessus à 12 reprises. Bobby Hutton meurt sur place. Il avait 17 ans. Il était membre du BPP depuis 17 mois. Son histoire dure à peine 2 ans, et pourtant elle dit quelque chose d'essentiel sur ce que le mouvement coûtait aux plus jeunes, à ceux qui s'engageaient avant même de comprendre tout ce dans quoi ils entraient. Voici l'histoire de Bobby Hutton. Lonnie McLucas Hutton, connu de tous comme Bobby, naît le 21 avril 1950 à Jefferson County, Arkansas. Sa famille quitte le sud ségrégationniste quelques années plus tard pour rejoindre Oakland, Californie. Le même couloir migratoire que des centaines de milliers de familles noires attirées par les emplois de l'industrie de guerre et la promesse d'un Nord moins brutal. Le quartier où Bobby grandit, c'est le West Oakland, des années 1960. Un quartier où la police traite les résidents noirs comme une population à surveiller. Un quartier où les perspectives d'emploi pour un jeune homme noir se comptent sur les doigts d'une main. Bobby est décrit par ceux qui l'ont connu comme quelqu'un de sérieux pour son âge. Pas particulièrement rebelle, pas agité, plutôt silencieux, attentif, avec une maturité qui surprenait ses aînés. Il avait 15 ans quand il a commencé à traîner autour des réunions politiques dans son quartier. Il cherchait quelque chose, un cadre, un sens. West Oakland dans les années 1960, c'est un quartier structuré par des décennies de ségrégation économique et résidentielle. Les autoroutes construites dans les années 1950 ont littéralement coupé le quartier noir de la ville blanche. Le redlining, la pratique bancaire qui refusait les prêts immobiliers aux familles noires, a concentré la pauvreté dans ces blocs. Le chômage touche plus du tiers des hommes noirs en âge de travailler. La police d'Oakland, quasi entièrement blanche, patrouille comme une force d'occupation. C'est dans ce West Oakland-là que Bobby Hutton grandit. Il voit ce que ses parents ont fait pour quitter le Sud, traverser le pays, recommencer à zéro. Et il voit ce qu'ils ont trouvé au bout du voyage, un quartier différent, mais une hiérarchie raciale similaire. La promesse du Nord s'est révélée moins lumineuse qu'annoncée. À 16 ans, Bobby Hutton entre dans le programme de lutte contre la pauvreté financé par la ville d'Oakland. Le même programme où Bobby Seale travaille comme coordinateur. C'est là que les 2 hommes se rencontrent. Seale parle de Wayne Hutton, de leurs idées, de ce qu'ils sont en train de construire. Bobby Hutton écoute. Et quand Seale et Newton fondent officiellement le Black Panther Party le 15 octobre 1966, Bobby Hutton devient leur première recrue. Il a 16 ans. Il reçoit le titre de trésorier du parti, un poste formel qui donne une structure à son engagement, mais qui, concrètement, signifie surtout qu'il est partout où l'organisation a besoin de lui. Il distribue les journaux, organise les réunions, recrute ses pairs dans les lycées du quartier. Les premiers mois du BPP sont intenses et chaotiques. Wayne Hutton et Bobby Seale ont une vision, un programme en 10 points, une image forte. Mais l'organisation, concrètement, c'est une poignée de jeunes hommes qui apprennent en marchant. Bobby Hutton est là pour tout. Les patrouilles armées dans les rues d'Oakland qui observent les contrôles de police légales en vertu de la loi californienne de l'époque. Les réunions dans des appartements exigus. Les sessions d'éducation politique où les Panthers lisent Fanon, Mao, Malcolm X à voix haute et débattent jusqu'à l'aube. Ceux qui l'ont connu pendant cette période disent que Bobby absorbait tout. Il n'avait pas encore les mots des théoriciens, pas encore le vocabulaire de Fanon.
Mais il comprenait dans sa chair ce que le parti défendait. Il avait grandi dans ce quartier. Il avait vu ce que la police faisait à ses voisins. Il n'avait pas besoin qu'on lui explique. En mai 1967, Bobby Hutton fait partie de la délégation qui accompagne Bobby Seale au Capitole de Sacramento. 30 Panthers armés, en béret noir et veste de cuir, qui montent les marches du Parlement pour protester contre le projet de loi Mulford visant à interdire le port d'armes visibles. Les caméras de télévision sont là. L'image fait le tour du pays. Bobby Hutton figure parmi ces silhouettes, anonyme à l'écran, mais présent. Pendant les 17 mois qui suivent la fondation du parti, Bobby Hutton devient un rouage essentiel du fonctionnement quotidien. Le BPP grossit vite, trop vite, pour ses propres structures. Les demandes d'adhésion affluent de tout le pays. Les tensions avec la police d'Oakland montent chaque semaine et le FBI commence à s'intéresser de près à l'organisation. En octobre 1967, Huey Newton est arrêté après une fusillade avec la police qui coûte la vie à l'officier John Frey. Newton est blessé, accusé de meurtre. Le BPP entre dans une période de crise. Free Huey devient le slogan central du parti pendant les mois qui suivent. Bobby Hutton participe aux manifestations, distribue les tracts, tient le parti debout pendant que son leader est en prison. Ces mois de crise autour de Huey Newton révèlent quelque chose d'important sur le rôle de Bobby Hutton dans l'organisation. Quand les figures centrales sont en prison, en fuite ou sous surveillance constante, c'est lui et les membres ordinaires qui maintiennent la structure vivante. Il recrute dans les lycées du quartier des garçons de son âge, parfois plus jeunes. Il leur explique le programme en 10 points avec des mots simples, sans jargon révolutionnaire. Car le BPP de 1967 n'est pas encore l'organisation nationale qu'il deviendra. C'est encore une organisation locale, ancrée dans West Oakland, qui grandit plus vite que ses propres capacités. Les chapitres de Los Angeles, de Seattle, de New York commencent à s'ouvrir. Chaque nouvelle ville envoie des délégués à Oakland pour comprendre comment s'organiser. Bobby Hutton est souvent là pour les accueillir, les orienter, leur montrer comment fonctionne le quartier général. Le FBI, de son côté, a commencé à surveiller le BPP dès la fin 1967. J. Edgar Hoover qualifie le parti de plus grande menace pour la sécurité intérieure des États-Unis. Les agents du COINTELPRO infiltrent les réunions, ouvrent le courrier, interceptent des communications. Bobby Hutton n'est pas encore une cible prioritaire. Il est trop jeune, trop peu connu à l'extérieur du quartier. Mais il opère dans un environnement où la paranoïa est justifiée, où chaque inconnu peut être un informateur. Cette pression constante, la police, le FBI, les menaces extérieures soudent le groupe autant qu'elles l'épuisent. Les Panthers apprennent vite que s'organiser dans l'Amérique de 1967 pour un jeune homme noir armé, c'est accepter de vivre sous surveillance permanente. Bobby Hutton avait choisi ce chemin les yeux ouverts. Il avait 16 ans quand il avait dit oui. Si l'on peut parler d'un apogée dans la vie de Bobby Hutton, il faut le chercher dans le tissu quotidien de l'organisation plutôt que dans un grand geste spectaculaire. Bobby n'est pas un orateur. Il n'écrit pas de pamphlets. Son rôle est ailleurs. Il est celui qui ouvre les portes à l'heure, celui qui s'assure que les nouvelles recrues comprennent les règles de sécurité. Celui qu'on appelle quand il faut transporter du matériel, organiser une collecte, faire le lien entre les différents chapitres qui commencent à s'ouvrir dans d'autres villes. Eldridge Cleaver, qui le côtoie à cette époque, écrira plus tard que Bobby était l'âme pratique du parti. Pas le visionnaire, pas le tribun, mais celui sans qui les idées des autres ne se transformaient pas en actions concrètes. À 17 ans, il tenait ce rôle avec une gravité qui forçait le respect des membres plus âgés. C'est aussi Bobby Hutton qui participe aux premières distributions de petits déjeuners gratuits dans les écoles du quartier. Programme lancé par le BPP qui nourrira bientôt des milliers d'enfants chaque matin. Il aide à installer les tables, à préparer les boîtes de céréales, à accueillir les enfants qui arrivent avant l'école. Ce programme, le Free Breakfast for Children, deviendra l'une des réalisations les plus concrètes du parti. À son pic, il nourrira plus de 20 000 enfants chaque matin à travers les États-Unis.
Le gouvernement fédéral, embarrassé par cette démonstration d'efficacité, finira par lancer son propre programme de petits déjeuners scolaires en réponse. Bobby Hutton ne vivra pas assez longtemps pour voir cela. Il y a quelque chose d'important à souligner pour nos auditeurs. Le BPP n'est pas seulement l'organisation de bérets noirs et de fusils qu'on voit dans les archives photographiques. C'est aussi des cliniques médicales gratuites, des cours de soutien scolaire, des vêtements distribués aux familles sans ressources. Bobby Hutton était au cœur de cette dimension-là du parti, celle qu'on oublie souvent parce qu'elle ne fait pas de belles images de confrontation. Ces moments-là, ordinaires, concrets, sans caméra, sont peut-être ce qui définit le mieux qui était Bobby Hutton, un jeune homme qui avait décidé que s'organiser valait mieux que se plaindre. Début avril 1968, Martin Luther King est assassiné à Memphis. Le 4 avril, les villes américaines s'embrasent. Oakland n'échappe pas à la tension. Pour les Panthers, la mort de King n'est pas seulement un deuil. C'est la preuve que même la non-violence ne protège pas. La réponse de certains membres est d'augmenter la vigilance armée. C'est dans ce contexte de deuil et de tension que Bobby Hutton passe ces 2 derniers jours. Le 6 avril 1968, 2 jours après la mort de King. Les circonstances exactes de ce qui se passe ce soir-là restent partiellement disputées. Ce qui est établi, un groupe de Panthers, dont Eldridge Cleaver et Bobby Hutton, se retrouvent dans une confrontation armée avec des policiers d'Oakland dans le quartier de West Oakland. La fusillade dure 90 minutes. Bobby Hutton et Eldridge Cleaver sont retranchés dans un sous-sol. Le bâtiment prend feu, probablement sous l'effet des gaz lacrymogènes. Cleaver est blessé à la jambe. Les 2 hommes décident de se rendre. Cleaver se déshabille pour montrer qu'il n'est pas armé. Bobby Hutton fait de même. Il enlève sa chemise. Il sort du bâtiment les mains levées. La police lui tire dessus à 12 reprises. Il tombe à quelques mètres du bâtiment. Bobby Hutton meurt avant d'arriver à l'hôpital. La police d'Oakland décrit l'incident comme une fusillade en légitime défense. Les témoins présents, dont Eldridge Cleaver, blessé, arrêté, racontent une autre version. Un jeune homme qui s'était rendu désarmé et qu'on a tué quand même. L'enquête officielle ne donnera jamais lieu à des poursuites contre les officiers impliqués. Bobby Hutton a 17 ans. Il est membre du BPP depuis 17 mois. Il n'a jamais voté. Il est trop jeune pour ça. Marlon Brando, acteur hollywoodien que nous retrouverons plus loin dans cette série, est l'un des premiers à se rendre aux funérailles. Il paye une partie des frais d'obsèques de sa poche. Il dit à la presse « Je suis ici parce qu'un garçon de 17 ans a été tué. » Et personne ne semble vouloir en parler. Dans les jours qui suivent, la version officielle de la police se heurte aux témoignages des survivants. Eldridge Cleaver, arrêté cette nuit-là malgré sa blessure, dira que le groupe de Panthers avait été pris en embuscade par la police. La police soutient la version inverse, les Panthers ont tendu l'embuscade. L'enquête officielle, conduite par les mêmes autorités qui avaient tiré, conclut sans surprise à la légitime défense. Aucun officier ne sera mis en examen. La presse nationale couvre l'événement. Certains journaux présentent Bobby Hutton comme un militant armé tué lors d'une fusillade, sans préciser qu'il s'était rendu. La mort d'un garçon de 17 ans est déjà un fait divers dans l'Amérique de 1968, où les assassinats politiques s'enchaînent. King en avril, Robert Kennedy en juin. Bobby Hutton n'a pas la notoriété de ces hommes. Son nom se perd vite dans le flot de l'actualité. Sauf à Oakland. Dans le quartier où il avait grandi, sa mort est une blessure collective. Des milliers de personnes assistent aux funérailles de Bobby Hutton dans le quartier d'Oakland où il a grandi. Le BPP organise la cérémonie. Bobby Seale parle. Huey Newton, en prison, ne peut pas être là. La mort de Bobby Hutton transforme le mouvement. Elle lui donne un visage jeune, une perte concrète, un nom à porter. Et elle radicalise une partie des membres qui en tirent une conclusion. L'État américain tuait les Panthers, et il commençait par les plus jeunes. L'histoire retient souvent les grandes figures. Newton, Seale, Cleaver. Bobby Hutton est différent. Il n'a pas eu le temps de construire un héritage au sens traditionnel du terme. Il n'a pas écrit de livres, pas prononcé de grands discours, pas dirigé de programme national. Il est mort
avant ses 18 ans, dans une nuit d'avril, à Auckland, sans avoir eu le temps de voir ce que le mouvement allait devenir, sans avoir eu le temps de changer d'avis, de grandir, de se contredire, comme le feront nombre de ses camarades dans les années suivantes. Son histoire est figée à 17 ans et c'est peut-être pour ça qu'elle est à la fois plus simple et plus lourde que les autres. Ce qu'il laisse, c'est une question inconfortable. Que fait-on d'un mouvement politique quand il recrute des adolescents? Bobby Hutton avait 16 ans quand Bobby Seale l'a recruté. Il ne pouvait pas encore voter. Il ne pouvait pas encore boire légalement. Mais il pouvait patrouiller armé dans les rues d'Auckland et dormir dans des planques surveillées par le FBI. Le BPP n'a jamais répondu honnêtement à cette question. Il y a aussi la question des circonstances de sa mort. La nuit du 6 avril 1968, que faisait ce groupe de Panthers dans ces rues-là, avec ces armes-là, 2 jours après l'assassinat de King? Eldridge Cleaver, qui était présent et qui a survécu, a donné plusieurs versions des faits au fil des années, certaines contradictoires. L'idée d'une embuscade délibérément tendue à la police a circulé. Si c'est vrai, Bobby Hutton a été conduit dans un engrenage qu'il n'avait pas les moyens de mesurer. Ce qui est certain, il s'est rendu. Il a levé les mains. Et il a été tué quand même. Bobby Hutton Park, un petit parc du quartier de West Auckland, porte son nom depuis 1968. Quelques plaques commémoratives, quelques murales dans le quartier. Sa mémoire a surtout été entretenue par des militants locaux, loin des grands récits nationaux sur le BPP. En 2016, à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation du parti, des commémorations à Auckland ont remis son nom en avant. Mais dans les livres d'histoire, dans les documentaires, dans les biographies du mouvement, Bobby Hutton reste une note de bas de page, mentionnée, rarement développée. Son histoire tient en quelques lignes, là où Newton ou Cleaver remplissent des chapitres entiers. Pour nos auditeurs francophones, il y a quelque chose de particulier dans l'histoire de Bobby Hutton. En France, quand on pense aux victimes de la violence d'État, on pense souvent à des adultes, des militants aguerris, des figures publiques. Bobby Hutton rappelle que la répression frappe aussi ceux qui viennent juste de décider de s'engager. Les plus jeunes, les moins protégés, ceux pour qui l'idéal politique n'a pas encore eu le temps de se confronter à la réalité des conséquences. On peut penser à des situations similaires en France. Les jeunes des banlieues qui s'engagent dans des causes avant d'en mesurer les risques, qui deviennent des symboles malgré eux, parce que l'État les traite comme des menaces avant de les traiter comme des citoyens. Bobby Hutton n'est pas français, mais sa mort dit quelque chose d'universel sur la façon dont les États gèrent la jeunesse noire qui décide de s'organiser. Fanon écrivait que la violence coloniale produisait chez les colonisés une réponse qui dépassait souvent ce que les leaders pouvaient en contrôler. Bobby Hutton illustre cela. Un jeune homme aspiré dans un mouvement qui avait besoin de lui dans une époque qui ne lui laissait pas le temps de grandir. Le BPP avait une vision politique cohérente, mais cette vision ne pouvait pas protéger ses membres les plus jeunes de la réalité physique de la confrontation avec l'État. Sa mort a eu un effet paradoxal. Elle a renforcé le parti en lui donnant un martyr, mais elle a aussi montré à ceux qui regardaient de l'extérieur ce que coûtait concrètement l'adhésion au BPP. Certains membres ont redoublé d'engagement, d'autres, moins nombreux mais réels, ont commencé à douter. Quand un gamin de 17 ans qui distribuait des journaux et préparait des petits déjeuners finit criblé de balles, la question de ce que signifie vraiment rejoindre la révolution devient très concrète. Bobby Hutton n'avait pas 18 ans. Il n'avait pas eu le temps de savoir qui il allait devenir. Ce qu'on peut dire de lui avec certitude, il a rejoint un mouvement quand il avait 16 ans, parce qu'il croyait que s'organiser valait mieux que subir. Il a fait le travail invisible, distribuer les journaux, tenir les comptes, ouvrir les salles, nourrir les enfants du quartier. Et il est mort parce qu'il avait fait ce choix. L'Amérique lui a tiré dessus à 12 reprises après qu'il avait levé les mains. Il avait 17 ans. Dans notre prochain épisode, nous allons nous pencher sur l'homme qui était à ses côtés cette nuit-là et qui a survécu. Eldridge Cleaver, ministre de l'Information du Black Panther Party, auteur de Soul on Ice, exilé à Alger, et l'une des figures les plus contradictoires de tout le mouvement. Un homme qui a défendu la révolution avec une plume redoutable avant de finir sa vie dans un camp politique radicalement opposé. Un destin qui n'appartient qu'à lui.
à tous mes noirs et aux blancs qui ont lutté pour la cause. Si cet épisode vous a touché, abonnez-vous à Figure du Black Panther sur Spotify et laissez un commentaire. Chaque retour compte pour la suite. À tous mes noirs et aux blancs qui ont lutté pour la cause.